Bonjour à tous. Dans le cadre de notre atelier de statistique, nous allons voir l'estimation par maximum de vraisemblance. Pour nous mettre en situation, on considère y, une variable aléatoire, qui suit une loi avec un paramètre inconnu. Ensuite, nous avons un échantillon avec des réalisations qui suit la même loi que cette variable aléatoire y. L'idée est d'estimer ce paramètre à partir de nos réalisations. Il existe diverses méthodes, dont une des plus utilisées est la méthode du maximum de vraisemblance. Cette méthode est développée par Ronald Fisher en 1922. L'estimation consiste à évaluer un ou plusieurs paramètres inconnus provenant d'une loi, ici y, à partir d'un échantillon. Cet échantillon est composé de réalisations de variables aléatoires x, identiquement et indépendamment distribuées, ayant la même loi que y. Un estimateur est une fonction aléatoire de cet échantillon. En appliquant cette fonction à notre échantillon, nous obtenons ce qu'on appelle une estimation ponctuelle. Après avoir défini le problème et l'estimateur, intéressons-nous à l'intuition du maximum de vraisemblance. Le but est de maximiser la probabilité d'observer notre échantillon. Cette probabilité correspond à la fonction de vraisemblance. Nous allons donc chercher la probabilité d'apparition de notre échantillon. Dans le cas discret, cette probabilité est la probabilité jointe de grand X1 égale petit x1 jusqu'à grand Xn égale petit xn. Cela correspond au produit des probabilités. Et dans le cas continu, cela correspond au produit des fonctions densité. Cependant, par souci de simplicité, nous utilisons la fonction log vraisemblance qui correspond au logarithme de celle-ci. Ainsi, le produit se transforme en somme. Prenons un exemple de la loi normale, où sa fonction de densité figure ci-dessous. Nos paramètres à estimer seront mu, l'espérance, et sigma carré, la variance. Sa fonction de vraisemblance va donc être le produit de sa densité pour i allant de 1 à n. Cependant, dans la suite de notre exemple, nous allons utiliser la log vraisemblance afin de simplifier les calculs pour la maximisation. Une fois la fonction de vraisemblance définie, nous souhaitons à présent trouver les paramètres optimaux, c'est-à-dire les paramètres qui maximisent la fonction de vraisemblance. Il faut pour cela remplir deux conditions. La condition de premier ordre consiste à calculer la dérivée première en fonction des paramètres à estimer. On appelle aussi cette dérivée le gradient. Nous égalisons ensuite le gradient à 0 afin de tirer nos paramètres qui vont correspondre aux extrémums. La condition de second ordre consiste, quant à elle, à vérifier que l'estimateur qui vient d'être tiré est bien un maximum. Pour cela, notre fonction de vraisemblance doit être concave. Ainsi, la matrice des dérivées secondes, ou encore appelée matrice hessienne, doit être définie négative. Retournons maintenant à notre exemple. Rappelons que la log vraisemblance de la loi normale correspond à cette formule. Nous calculons dans un premier temps la dérivée première par rapport à mu, qu'on égalise à 0, puis nous tirons l'estimateur mu chapeau. Nous procédons de la même manière pour avoir sigma carré. Nous calculons ensuite la matrice hessienne, qui est ici bien définie négative. Nous avons à présent nos formules des estimateurs. En les appliquant sur notre échantillon, on peut obtenir une estimation ponctuelle. Nous venons d'apprendre à faire une maximisation analytique. Cependant, il faut savoir que parfois, il arrive que les équations de maximisation soient impossibles à résoudre. Dans ce cas, il faut faire une optimisation numérique. Il existe de nombreux algorithmes d'optimisation pour trouver l'estimateur du maximum de vraisemblance, tels que l'algorithme de Newton-Raphson. La règle de passage de l'algorithme de Newton-Raphson est basée sur le gradient et la matrice hessienne, telle que nous pouvons voir ci-dessous.
Reprenons notre exemple de la loi normale afin de l'optimiser sur SAS à l'aide de cet algorithme. Voyons le code. Ici, nous avons généré 10 000 réalisations d'une loi normale centrée réduite, puis, en seconde partie, nous avons utilisé la subroutine colNLPNRA afin d'estimer la valeur de l'espérance et de la variance. Logiquement, les valeurs estimées devraient être proches de 0 pour l'espérance et 1 pour la variance. Voyons maintenant les résultats. Les deux résultats les plus importants à vérifier sont, tout d'abord, le critère de convergence doit être satisfait. Si ça n'est pas le cas, il faudrait changer les valeurs initiales. Si le critère de convergence est bien satisfait, nous pouvons regarder le résultat que nous avons appelé θ hat. La première valeur correspond à mu, et nous pouvons voir qu'elle est très proche de 0. Et la seconde valeur, elle, correspond à sigma carré, qui est très proche de 1. Ces deux valeurs s'approchent bien des paramètres générés au départ. Maintenant que nous avons vu les deux méthodes pour trouver nos paramètres, analytiquement et par optimisation numérique, intéressons-nous aux propriétés asymptotiques de l'estimateur par maximum de vraisemblance, c'est-à-dire les propriétés de l'estimateur lorsque la taille de l'échantillon augmente. L'estimateur du maximum de vraisemblance valide les 4 conditions pour être un bon estimateur, sous les hypothèses de régularité de Green. En premier lieu, un bon estimateur doit être asymptotiquement sans biais. On dit qu'un estimateur est sans biais si et seulement si son espérance est égale au vrai paramètre. En moyenne, θ chapeau est égal à θ. Ensuite, un bon estimateur doit être convergent au sens faible. Selon la loi faible des grands nombres, théorème de Khinchin, notre estimateur θ chapeau tend en probabilité vers le vrai paramètre θ. Un bon estimateur doit être aussi asymptotiquement efficace. Un des critères pour comparer deux estimateurs sans biais serait de juger sa précision. Sachant qu'un estimateur est efficace lorsque sa variance asymptotique est la plus petite possible, et plus la variance d'un estimateur sera faible, plus ce dernier sera précis. Par conséquent, sa variance doit être égale à la borne Cramer-Raoult ou FDCR. Elle est définie par l'inverse de l'information de Fisher associée à l'échantillon. Afin de trouver la valeur de la matrice d'information de Fisher, il existe diverses formules. C'est soit la variance du score, avec le score qui correspond à la forme stochastique du gradient, ou bien c'est l'espérance du score multipliée par sa transposée, ou alors l'espérance de moins la matrice hessienne. Retournons maintenant à notre exemple de la loi normale. Nous avons calculé la matrice d'information de Fisher associée à l'échantillon à l'aide de la troisième formule. Il suffit maintenant d'inverser l'information de Fisher afin d'avoir la variance asymptotique de notre estimateur. L'estimateur du maximum de vraisemblance est aussi asymptotiquement et normalement distribué. À partir de la propriété suivante, nous pouvons montrer, avec quelques manipulations, que notre estimateur tend asymptotiquement vers une loi normale d'espérance θ0, qui correspond à la vraie valeur de θ, et de variance in-1 qu'on a définie précédemment. Peu importe la distribution suivie par la variable de départ, la distribution de l'estimateur sera toujours normale. C'est là que réside la magie de cette méthode. Avec la connaissance de la distribution, nous pouvons ainsi faire plus facilement des tests statistiques. Nous venons de voir les propriétés associées à l'estimateur du maximum de vraisemblance. Nous allons donc conclure en discutant des avantages et inconvénients de notre estimateur. Notre estimateur présente de très bonnes propriétés. De ce point de vue, on peut dire qu'il est performant. Cependant, il est important de faire attention à nos hypothèses initiales. Nous devons être certains de la distribution considérée dès le départ, car tout le reste va dépendre de ces hypothèses. Il existe des cas de modèles économiques où les fonctions de vraisemblance sont difficiles à manipuler. On peut pour cela utiliser un modèle plus flexible qui va approcher la fonction de vraisemblance par une autre fonction plus générale.
C'est la méthode de quasi ou pseudo-maximum de vraisemblance. Nous vous remercions pour votre attention, en espérant avoir été assez compréhensible.